Donc, on est sur Acheter à New York. Aujourd'hui, on va avoir 3 experts. Renaud va revenir sûrement. Renaud est là, c'est parfait. Vous êtes au bon endroit. Renaud, tu es là, on te voit, c'est parfait. Il nous manque juste Mathias qui va nous rejoindre tout de suite. Merci Emmanuel encore. Merci Sophie pour cette présentation. On est parfait, Renaud. On t'entend très bien, c'est parfait. Donc, je vais tout de suite enchaîner puisque il y a Mathias qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Donc, je voulais juste vous rappeler quand même, on a 3 experts aujourd'hui et je vais partager avec vous un petit slide qui vous permet à tous, dès à présent ou pendant la conférence, si vous avez des questions sur quel que soit le sujet, vous pouvez scanner directement avec votre iPhone depuis l'appareil photo le QR code de nos speakers et ils vont pouvoir répondre à vos questions. Alors, il n'y a pas beaucoup de créneaux qui sont encore disponibles puisque on a commencé la conférence ce matin assez tôt. Mais il reste des créneaux, donc n'hésitez pas. Et si jamais un de nos speakers n'est pas disponible cet après-midi pour un rendez-vous privatif de 15 minutes, souvent… Et là, on me voit bien? On te voit parfaitement, monsieur Renaud. Parfait. Donc, s'ils ne sont pas disponibles, vous pourrez prendre rendez-vous avec leurs collègues. Je vais dès à présent donner la parole à Renaud Detilly. Renaud, qui est notre agent immobilier numéro 1 pour les Français à New York, qui aide beaucoup de francophones dans leur recherche d'appartements et qui va nous donner tout de suite un tour d'horizon du marché. J'en profite aussi rapidement pour présenter Amélie Dechaine avec OFX qui expliquera comment gérer les transferts d'argent internationaux en évitant les surcharges, puisqu'on sait que ça peut coûter cher de transférer un dépôt. Et puis, il y a notre avocat spécialisé en droit d'immigration, droit de l'immobilier, pardon, l'immigration, c'était avant, pour toutes les transactions résidentielles, commerciales à New York. Et vous en faites pas, vous allez pouvoir poser vos questions en live. Il suffira de lever la main, donc raise hand, ou de poser la question dans le Q&A si vous êtes trop timide pour qu'on vous écoute. Et je vais tout de suite donner la parole à Renaud qui va partager son écran et présenter les opportunités aujourd'hui du marché immobilier new-yorkais. Merci. Merci Romain, merci. Salut Amélie. Bonjour à Mathias qui va bientôt nous rejoindre. Mathias avec qui on travaille pas mal, notamment sur les acquisitions. Donc on va parler d'acheter à New York et on va essayer d'aller sur des… hop, je vais essayer de vous faire… On va monter tout en haut. Et nous voilà. Est-ce que tu vois bien mon écran, Romain? Ouais. Alors, attends, ça remonte jusqu'en haut. Nous voilà. Il faudrait que tu switches juste le display settings en haut là. Tu vois, display settings, ouais. Voilà, tu fais juste un petit swap. Comme ça? Ouais. Tu vois bien? C'est beaucoup mieux. Génial. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je suis très content de pouvoir commencer cette présentation. Alors, je voulais juste commencer par un tout petit peu de pub personnelle parce qu'on a lancé il y a pas longtemps des vidéos sur lesquelles on explique à la fois un dossier sur le real estate à New York et puis on présente aussi des quartiers. Donc, si vous avez YouTube, connectez-vous sur Detilly Real Estate, notre chaîne, et vous allez pouvoir commencer à apprécier ces premières vidéos. Donc ça, c'est une petite pub personnelle. On a eu beaucoup de retours et des dizaines de milliers de vues déjà. Donc, on est très content. Je vais vous parler de notre côté. Donc, nous, on est experts en real estate résidentiel à New York, en opposition au commercial ou les retail space. Et évidemment des experts de Manhattan. Dans Manhattan, pour ceux qui connaissent déjà, ceux qui sont déjà venus ou ceux qui ne connaissent pas, c'est plein de micro-quartiers. Je ne vais pas m'attarder sur chacun de ces micro-quartiers, mais nous, notre expertise, c'est de connaître pour chacun de ces micro-quartiers quel est le bon plan dans une même rue. À quelques immeubles d'intervalle, vous pouvez avoir un très, très bon investissement à faire ou l'investissement le pire du monde à faire. Et c'est là où on est des vrais experts.
on est aussi sur Brooklyn majoritairement. Et Brooklyn, ça fonctionne exactement de la même manière. Brooklyn, c'est le premier borough en termes de population. 2,8 millions d'habitants habitent Brooklyn. Et on va s'attarder plutôt vers le nord-ouest, qui est ce qu'on appelle le Brownstone Brooklyn, donc le Brooklyn qui va plutôt se coller à Manhattan. Grosso modo, ce sont les deux endroits dans lesquels les Français viennent s'installer. Il y en a un troisième qui est Westchester, mais j'en parlerai pas ici. Les autres boroughs, le Queens, le Bronx et Staten Island, étant plutôt choisis ou en très très grande majorité, par les personnes qui habitent déjà à New York depuis normalement des années. Donc, on va se concentrer plutôt sur Brooklyn et Manhattan. Le marché, il y a plusieurs types de propriétés, mais il y en a deux à retenir majoritairement. Ce sont les condos d'un côté et les coops de l'autre. On va s'attarder sur le vert, le condominium, qui est une propriété qui ressemble beaucoup à ce que l'on connaît en France. On a un titre de propriété, on possède les murs et on fait grosso modo ce qu'on veut à l'intérieur. On le loue, c'est un pied-à-terre, ou on décide d'y habiter. C'est pas très très compliqué. Les conditions d'entrée dans l'immeuble sont assez souples. Il faut juste avoir une petite application au niveau du building, donc, qui correspond au syndic ou au conseil syndical du building, et généralement, c'est assez simple. Les coops, c'est un autre type de propriété où c'est une société immobilière qui détient un immeuble et vous possédez des parts de cette société immobilière. C'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus réservé aux habitants de New York. Donc, ça doit être, dans une très, très large majorité des cas, pour ne pas dire quasiment toutes, une résidence principale. Vous ne pouvez, dans une très, très large majorité des cas, ne pas la louer. Donc, on ne peut pas la louer. Les conditions d'arrivée dans l'immeuble sont un petit peu plus compliquées. Il y a du pour et du contre dans les deux quand on habite à New York. On sera là pour vous expliquer ce qui est le plus adapté pour vous. Pour ceux qui connaissent, New York, c'est un marché complètement ouvert. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est comme si New York, c'était une grande agence immobilière. Et nous, chez De Thierry Real Estate, on peut vous faire visiter, acheter, louer n'importe quel appartement qu'il y a de disponible aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment très, très importante à connaître. Donc pour ça, je vous invite à nous contacter. Je fais un petit peu de pub pour ceux qui veulent faire des copies d'écran de temps en temps. Aujourd'hui, il y a 40 000 propriétés à louer. D'après le New York Times, c'est un article qui est paru il y a quelques jours. Il a évoqué même le chiffre de plus de 60 000 propriétés à louer versus 20 000 de moins l'année dernière. Ça, on est dans l'effet Covid, dont on parlera peut-être très rapidement tout à l'heure. Et il y a aujourd'hui 20 000 propriétés à acheter. Et en fait, voilà, ça, c'est tout ce qu'on peut vous proposer. Donc, basiquement, toutes les propriétés qui sont à New York. L'information est très, très facile à trouver. Alors, en opposition avec la France, tu le sais, toi, Romain, parce que j'ai d'abord travaillé dans une agence internationale en France, puis dirigé le bureau de cette agence internationale à New York avant de monter ma propre agence qui s'appelle De Thierry Real Estate. La grande différence qu'il y a, par exemple, entre l'Europe, Paris, par exemple, et New York, c'est que l'information, elle est directement accessible sur Internet via des sites comme StreetEasy, Zillow, le New York Times ou encore, beaucoup mieux, notre site à nous, DeThierryRealEstate.com, sur lequel sont agrégées l'ensemble des informations, des annonces disponibles sur le marché. Donc, le nerf de la guerre, en fait, ce n'est pas l'information, c'est tout ce qui va derrière. Et il y a donc besoin d'avoir un seul agent. Il n'y en a aucun sens d'avoir deux agents sur le coût de votre achat, par exemple, parce que nous allons pouvoir vous proposer la même chose que l'autre agent. La seule chose, c'est que en tant que francophone, ayant une équipe de francophones, eh bien, on est peut-être un petit peu plus à même de mieux vous accompagner, de mieux vous traduire ce qu'il y a d'acceptable, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien sur ce marché. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tellement de choses à dire, on va passer tout ça en revue de manière très, très rapide. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire que n'hésitez pas vraiment à nous contacter.
La bonne nouvelle pour les acheteurs, parce qu'on parle des acheteurs, tu as vu, Romain, j'ai mis mon panneau for sale là, qui est juste derrière, qu'on met généralement à l'entrée des maisons qu'on a à vendre, notamment à Brooklyn. C'est que les commissions ne sont payées que par le vendeur. Donc, quand on est acheteur, on n'a pas de commission. J'explique de manière très rapide. Généralement, c'est 6%. En ce moment, c'est plutôt 6%. Les vendeurs ont plutôt envie d'incentiver les brokers. Et c'est divisé strictement en deux parts égales. Étant donné que le marché est ouvert, tout est strictement divisé en deux. D'un côté, on va avoir les agents qui vont représenter les acheteurs ou les vendeurs. Et de l'autre côté, il y a les agents qui vont représenter, comme nous, beaucoup les acheteurs. Chaque agent, chaque partie va travailler pour représenter les meilleurs intérêts de son client. Alors là, je fais une toute petite parenthèse qui est assez rigolote parce que j'ai connu l'histoire avant du côté de Paris. Ici à New York, là, le conflit d'intérêts est strictement interdit par la loi. Donc, on ne peut pas représenter à la fois les intérêts d'un acheteur et les intérêts d'un vendeur en même temps. Make sense, comme on dit ici, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que quand on va vous faire visiter un appartement, que ce soit l'appartement de la rue A, de la rue B, de la rue C, nous, ce qu'on va vous apporter, c'est notre expertise. On n'a pas plus intérêt de vous faire acheter le premier que le deuxième, que le troisième. Donc, on va dissocier en fait ce côté de conflit d'intérêts qui va dans le sens de, pour le coup, là, on parle des acheteurs, de l'acheteur. Il y a une deuxième chose qui est très intéressante à savoir, c'est qu'on maîtrise, nous, très très bien des techniques, notamment de négociation. Je vais faire un parallèle dans une vidéo qu'on va poster bientôt, une prochaine vidéo, où le fait de bien maîtriser les techniques de négociation, c'est un peu comme si moi je jouais au poker, mais que toutes les personnes qui sont à la table autour de moi, eh bien, je vois leurs cartes. Donc systématiquement, la carte que je vais jouer, ça sera toujours le meilleur coup qu'on va pouvoir jouer dans, encore une fois, l'intérêt de mes clients. Et c'est notamment grâce à ça que nos clients ont confiance et renouvellent notre confiance et leur confiance et nous recommandent auprès de leurs amis ou autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai, par exemple, terminé dans les 4% les meilleurs brokers de New York l'année dernière. Donc, on est content de ça. C'est surtout le fruit voilà, de la confiance de nos clients. Donc, merci encore et continuons. On va revenir. Donc, on visite, on négocie, on tombe d'accord et on tombe d'accord sur des conditions. Et c'est à partir de ces conditions-là que va ensuite rentrer en piste mon ami Mathias, que vous voyez sur votre écran, avocat, qui va à ce moment-là se mettre en contact avec l'agent du vendeur, si Mathias représente l'agent de l'acheteur, pour notamment commencer à rédiger un contrat. Alors, il y a plusieurs étapes dont on va peut-être parler un tout petit peu tout à l'heure. Ce que je voulais juste vous dire en deux mots, ce qui est assez intéressant à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré dans un marché d'acheteurs, au même cas qu'on est rentré dans un marché d'ailleurs de locataires. Il y a un inventaire qui est de plus en plus grand. Grâce au Covid-19, eh bien, se sont créées des opportunités. Alors, j'aime pas trop surfer sur ce genre d'opportunités-là, mais en fait, il se trouve qu'il y a certains acheteurs qui ont retiré leur bien du marché. Il y en a d'autres qui sont un peu plus pressés de le vendre. Donc, c'est là où on va pouvoir justement faire rentrer notre expertise de négociation et on va pouvoir avoir négocier peut-être un petit peu mieux des biens ou des conditions. Les propriétaires restent un tout petit peu plus longtemps sur le marché, il y a une meilleure négociation et puis on ne va même pas parler des taux d'intérêt qui sont descendus en dessous de 3%, ce qui est assez historique et qui n'était pas arrivé depuis des années. Chez DTI Real Estate, on fait trois choses. On fait du real estate, donc achat, vente, location, mais on propose aussi un service de property management, de la gestion locative. Nos clients investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs qu'ils habitent à New York ou qu'ils habitent à l'étranger, qui achètent un appartement avec nous, eh bien, on va gérer ensuite toute la vie de l'appartement pour eux, leur trouver des locataires, collecter les loyers pour eux, payer les taxes, et puis régler les petits problèmes qu'il y a à régler qui peuvent arriver de la vie de tous les jours.
Et enfin, on a quelque chose d'assez inédit qui est la partie de townhouse development. Alors ça, je ne vais pas sortir ma casquette, mais je vais sortir mon casque de chantier. Romain, je ne sais pas, tu le reconnais. Orange, bien évidemment, suivant notre code couleur. L'idée, c'est que je vais vous donner un exemple très précis. Donc ça, le townhouse development s'adresse principalement à nos clients investisseurs qui peuvent être à la fois des fonds d'investissement, qui peuvent être des family office ou qui peuvent être des investisseurs privés. L'idée, c'est que, alors là, je repasse les services dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que y a un immeuble là qui est en vente juste en face de notre bureau ici. C'est le petit immeuble que vous voyez à gauche. On achète cet immeuble 3 millions de dollars. Aujourd'hui, on va faire une construction dans cet immeuble, donc ce qu'on appelle une gut renovation, ou une addition de mètres carrés supplémentaires. Ici, il y a un truc qui est assez rigolo à savoir, c'est que à New York, on peut acheter de l'air. Ça s'appelle les air rights. On peut acheter, alors en France, ça s'appelle le cost, le coefficient de constructibilité par rapport à votre terrain. Beaucoup des maisons, notamment de Brooklyn, mais aussi de Manhattan, ne sont pas construites sur la totalité constructive de leur terrain. Et donc, on vient rajouter cette partie-là supplémentaire qui vient nous donner ensuite une valeur supplémentaire à une valeur ajoutée. Sur l'exemple qui est là, on achète 3 millions, on fait 1,5 million de travaux en étant super conservateur et on va revendre en étant super conservateur aussi l'immeuble à la découpe, ce qu'on appelle une condo conversion. Mathias connaît ça aussi super bien. L'immeuble à 6 millions de dollars. Si on fait les calculs très très vite, on a besoin que de 1,5 million maximum de cash, ce qu'on appelle. On va financer 3 millions de dollars. On est sur une durée de 18 mois et on est sur un net gain de 1,5 million de dollars sur 18 mois en étant ultra conservateur, c'est-à-dire en prenant trop en construction price et en ne prenant pas assez sur le selling price. On est plutôt aux alentours de ce projet-là, autour de 2 millions de net gain. Ça, je dis ça aussi pour l'ensemble des investisseurs qu'on a rencontrés à Paris, à Londres, à New York, à chaque fois qu'on a fait nos conférences. C'est que la société de TIE Real Estate, et moi en particulier, nous sommes investisseurs dans chacun de ces projets-là. Donc, on est partie prenante. Et notamment pour la maison dont je te parlais, Romain, tout à l'heure, qui est juste en face du bureau, je vais même essayer de rentrer un maximum parce que $1 investi, c'est $1 récupéré supplémentaire au bout de 18 mois. Donc, voilà, il y a un intérêt aussi personnel de l'entreprise dans le cadre du développement de l'entreprise. Donc, j'ai une équipe qui s'occupe exclusivement de ça, avec des personnes qui viennent des fonds d'investissement, du milieu de la banque, pour pouvoir construire ce côté financier et suivre les chantiers. C'est pour ça que j'ai un casque de chantier. C'est parce qu'on intègre en fait toute la partie de construction. Ce n'est pas une société de TIE Real Estate, mais c'est une société qui est partie prenante dans le succès du projet. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui marche beaucoup et que d'autres ne font pas. Alors évidemment, pour tout ça, je vous réinvite à nous contacter. Et je voulais juste aussi parler d'une chose dans les étapes de vente. Et c'est là où je vais pouvoir passer ensuite la main à Mathias, avec lequel on travaille beaucoup en ce moment, parce qu'il se trouve que le Covid, ou la Covid, je ne sais pas comment on dit, a créé énormément d'opportunités. Il se trouve que nous avons accompagné beaucoup d'acheteurs. Et puis, je vois d'ailleurs sur le côté de mon écran qu'on a beaucoup de clients qui sont connectés un petit peu dans tous les pays qui ont été des acheteurs avec nous cette année ou qui sont en ce moment. Je vois la Belgique, la Suisse, l'Espagne. Et je reconnais certaines personnes. Je vois aussi qu'on a des concurrents d'ailleurs qui sont connectés à cette conférence. Et c'est vrai que ce qu'on raconte est assez suivi. Donc, je les salue aussi. Merci de nous suivre. Dans les étapes de l'achat, il y a la visite. Avant la visite, il y a une étape qui est assez importante, c'est comment on va financer. Donc, c'est là où Amélie va pouvoir rentrer aussi, comment on va faire venir l'argent, comment on va financer, quelle est la relation avec la banque. Généralement ici, ce qu'il faut comprendre, et il me reste 1 minute ou 2 pour juste expliquer ça, c'est qu'aux États-Unis, les mortgages, donc ce sont des prêts hypothéqués sur les biens. La banque ne prête généralement que 80% du montant total de l'achat, hors travaux et hors autres frais. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir 20% de ce qu'on appelle cash.
pour pouvoir faire l'achat d'un bien. Pour un bien à 1 million de dollars, ça veut dire qu'il faut avoir 200 000 dollars minimum sur son compte. 2 millions de dollars, c'est 400 000, etc. On visite. On trouve un appartement qui nous plaît. À ce moment-là, on va faire une offre, on va négocier. On va tomber d'accord avec le broker d'en face. Et c'est à ce moment-là que rentre en piste Mathias, qui, lui, va ensuite, dans l'intérêt du même client que nous, c'est-à-dire l'acheteur, négocier un contrat qui va lui être le plus favorable possible en fonction des conditions qu'on a négociées avant. Et Mathias pourra, on n'a pas beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Ce qui est très, très compliqué, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un broker? Oui, la réponse ici aux États-Unis, c'est oui, 100% oui. De mémoire, il n'y a pas beaucoup de transactions immobilières qui se font sans l'aide des brokers, évidemment zéro sans l'aide des avocats qui représentent, qui sont un peu l'équivalent des notaires en fait en France. Donc c'est là où Mathias rentre en piste. Je n'ai pas détaillé parce qu'on n'a pas le temps tous les prix, mais si vous allez sur des sites internet, notamment pour savoir quels sont les coûts d'un achat immobilier, vous avez des espèces de calculettes online qui vont pouvoir vous donner la décomposition de l'ensemble des coûts. Grosso modo, pour un bien à 1 million d'euros, si on n'emprunte pas, c'est 3,75% de frais et si on emprunte, on est plutôt aux alentours de 5,5%, un petit peu plus. Voilà. Mathias, ravi d'intervenir avec toi. On se parle beaucoup au téléphone en ce moment. Et voilà. Et l'intérêt, en fait, d'avoir quelqu'un à qui on fait confiance en tant qu'agent, je pense qu'il y a exactement le même intérêt d'avoir cette même connivence avec son avocat. Et je suis heureux de partager ce temps de parole avec toi, Mathias. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Amélie, Renaud, Romain. Alors, brièvement, je suis avocat spécialisé dans l'immobilier à New York depuis 2003. Vraiment dans l'immobilier depuis 2007. Donc, on a eu des crises 2008. Mais j'aimerais passer tout de suite à la procédure d'achat. Donc, je vais juste vous montrer un petit slide parce qu'il y a quelques étapes que j'aimerais qu'on puisse couvrir pour vous donner une idée générale, très basique, mais au moins pour que vous sachiez un peu quel est le chemin à parcourir pour finaliser une transaction à New York pour un achat immobilier. Alors, la première étape, quand moi-même ou un de mes confrères intervient, c'est quand, avec votre broker, vous avez déjà identifié un bien. Ensuite, vous avez négocié avec le broker des vendeurs et des vendeurs certains termes, principalement le prix d'achat. Deuxièmement, le temps de closing. Est-ce qu'on doit finaliser la transaction en 30 jours, 60 jours, 90 jours, et ça dépend aussi si vous allez avoir un financement. S'il y a des particularités dans la transaction, par exemple, s'ils ont un chandelier que vous aimeriez garder, des choses très particulières. Et donc, avec ça, le broker des vendeurs va préparer, ou l'agent des vendeurs, pardon, va préparer un term sheet. C'est juste une liste de termes avec le nom de chaque partie, leurs agents, leurs avocats, identifier la propriété, et ils vont partager ça avec tout le monde. Sur un email, vous avez tous les agents, les clients en général aussi, et les conseils juridiques. Et là commence mon rôle. Alors, première chose, l'avocat des vendeurs va, lui, préparer le contrat d'achat. Pendant que lui fait ça, dès que je reçois un term sheet, c'est-à-dire les termes, on regarde déjà l'adresse, on commence un petit peu la due diligence par contacter la compagnie de management qui s'occupe de ce building. Si c'est un building, si c'est une maison, on n'a pas à faire ça. Que ce soit un coop ou une condo, c'est la même chose. On les contacte, on commence à voir qu'est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour aller revoir les minutes qui sont les comptes rendus des réunions qu'a le conseil ou l'association des propriétaires de ce building pour savoir ce qui se passe dans le building. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver à échéance? Par exemple, si on sait que le toit doit être refait d'ici 1 an ou 2 ans, est-ce qu'on sait déjà
quel est le prix, est-ce qu'ils ont des estimations, est-ce qu'ils vont faire un financement, est-ce qu'ils ont des réserves de cash, et aussi pour voir ce qui se passe dans le building sur les 12 à 24 derniers mois, pour voir s'il y a des problèmes récurrents, pour voir s'il y a, par exemple, quand c'est un coop, comme a expliqué Renaud, pour voir de quelle façon ils revoient, ils étudient les dossiers, comment sont les entretiens, est-ce qu'ils approuvent des gens facilement ou pas. Si c'est un condo, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas le droit de vous refuser, tout ce qu'ils ont juste un droit de préemption, c'est tout. Donc, c'est où vous achetez le bien ou le condo l'achète. Donc, en général, la transaction va de l'avant. Et on commence aussi à regarder en ligne les websites publics de la ville pour voir s'il y a des violations sur le building, des choses qui ont été faites qui sont irrégulières, et des choses juste des premières choses qui pourraient nous sauter aux yeux, qui nous montreraient qu'il y a quelque chose à approfondir. Pendant ce temps-là, encore une fois, l'avocat des vendeurs, lui, prépare le contrat. Et en général, dans les 24, maximum 72 heures, on reçoit un contrat de la part des vendeurs. Et en général, on reçoit aussi ce qu'on appelle les finances du building, ou du coop ou du condo. Encore une fois, pas pour les maisons, c'est particulier. Et on regarde déjà s'il y a des réserves, si le building ou le condo en lui-même est en bonne santé. Et on commence le due diligence. Au niveau du contrat, c'est assez simple. Le contrat a une partie standard, un contrat standard qui est approuvé par l'Association des avocats d'immobilier à New York. Et on connaît déjà les termes, ces standards, les prix, les conditions. Une condition très importante sur laquelle on reviendra un peu plus tard, parce que c'est particulier, c'est la condition suspensive de financement. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend, donc ça, je reviendrai juste après. Et il y a des contrats sont standards, donc on voit s'ils ont enlevé des choses. Mais par contre, il y a toujours, particularité à New York, il y a toujours à la fin de ces contrats standards un addendum. Ils ajoutent un amendment avec un langage qui peut minoritairement ou majoritairement changer les termes du contrat. Donc, on voit le contrat standard d'abord, on voit l'amendment, et en général, à cet amendment, nous, on rajoutera le nôtre qui essaiera de couvrir certaines choses qu'on aimerait avoir. Par exemple, chose évidente, si on veut savoir si dans les 12-24 derniers mois, où les gens ont eu des problèmes avec des inondations. Est-ce qu'il y a des problèmes récurrents de moisissures? Est-ce qu'il y a des problèmes récurrents avec les équipements qui sont dans l'appartement? Et aussi s'ils ont fait des travaux sans autorisation, des choses qui pourraient revenir plus tard et être difficiles pour nous à gérer. Donc, on commence l'échange avec l'avocat des vendeurs, on lui envoie nos révisions, il nous envoie nos révisions. Pendant ce temps-là, on revoit tout ce qui est due diligence avec le condo, on contacte le management et on fait vraiment une première due diligence pour avoir une idée au plus possible de quelle est la situation du bien et du building pour que vous sachiez ce que vous hériterez si vous alliez à la fin de la transaction. La due diligence, elle se fait en général assez rapidement. Si on enlève la période qu'on vient de vivre, parce que c'est un peu particulier, comme Renaud l'a mentionné, c'est devenu un marché d'acheteurs plus que de vendeurs maintenant, mais pendant les 12, 13, 14 dernières années, en général, les vendeurs vous laissent 5 jours, une fois que vous avez reçu le contrat, pour le revoir, le négocier et le signer. C'est-à-dire que quand vous signez, vous envoyez aussi vos 10% de down payment. Donc, c'est assez agressif, c'est beaucoup de travail très rapidement, et c'est pour ça que du moment où on reçoit le term sheet jusqu'à la signature du contrat, c'est vraiment un travail très intense où il y a beaucoup d'échanges entre les parties et le client et son avocat. Assumons qu'il n'y ait pas eu de red flag ou qu'il n'y ait pas eu de choses qui nous aient choqués dans notre première due diligence. Assumons aussi que le contrat, nous avons finalement un contrat qui nous convient en termes dans le langage et dans les termes. Donc maintenant, nous sommes prêts à aller de l'avant. Alors à ce moment-là, à la signature, la chose suivante, c'est nous signons de notre côté, nous envoyons un virement ou un chèque qui représente 10% du prix d'achat au vendeur qui restera dans le compte séquestre de l'avocat jusqu'à la fin de la transaction. Ce n'est pas donné à son client, ça reste avec l'avocat des vendeurs dans son compte séquestre. Et à ce moment, on le voit signer. Et à ce moment-là, le vendeur a deux choix. Ou il contresigne, l'argent reste avec l'avocat des vendeurs et nous avons de l'avant, ou alors il a le droit de refuser de signer, il nous renvoie nos 10% et le contrat. Donc maintenant, assumons qu'ils acceptent, ils contresignent, nous passons à la prochaine étape. C'est le contrat. Alors, prochaine étape, nous avons un contrat signé.
Et là, imaginons que vous avez besoin d'un financement, parce que c'est la situation la plus complexe, et les trois choses vont arriver. Premièrement, dès que le contrat est signé, en tant qu'emprunteur, vous devez envoyer une copie du contrat signé dans les 5 jours à votre banque pour qu'il commence à travailler. De notre côté, on doit aussi l'envoyer une copie au condo et l'association pour qu'ils sachent qu'il y a une vente qui va se faire. Et d'ailleurs, vous avez préparé vos dossiers avec votre agent pour l'envoyer au board du condominium ou coop. Encore une fois, ça ne s'applique pas aux maisons. Et troisièmement, et une particularité aux États-Unis qu'on n'a pas en France, on va envoyer une copie du contrat à une compagnie qui s'appelle une title agency. C'est une compagnie qui, techniquement, va faire deux choses. D'une, ils vont faire un peu une due diligence plus approfondie. Ils vont regarder ils vont regarder si le bien a des dettes, si les personnes qui vendent le bien ont des dettes, s'il y a ce qu'on appelle des legal liens, c'est-à-dire des obligations légales sur le bien que le vendeur doit remplir avant qu'il puisse vraiment transférer le bien à l'acheteur. Ils font ça, premièrement, et ils enverront un dossier, on regardera le rapport, ils verront aussi dans l'historique comment le bien a été transféré au vendeur, pour être sûr que le bien passe du vendeur à vous sans dette ou quoi que ce soit, et ce qu'ils appellent free and clear. C'est votre propriété, c'est à vous. Et deuxièmement, leur deuxième rôle, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous donnent aussi une police d'assurance. Assumons que votre bien vaut $1 million, parce que c'est l'exemple qu'on a pris avant, ils vous donneront une police d'assurance pour ce $1 million. Et comme une assurance, vous paierez un premium de peu près 4%, bon, ce sera à peu près $4 000 pour $1 million. Et ils vous donnent une police d'assurance si, dans le futur, ce qui toujours du bois, ce n'est jamais arrivé, si dans le futur, il y a un problème avec le titre et il y a quelqu'un qui vient dire non, en fait, ce bien est à moi, il n'est pas à cette personne qui doit la transférer, votre investissement, qui est à New York rapidement très important, est protégé, au moins au niveau des fonds. Et donc, après la signature, la banque va commencer à travailler. Nous allons commencer à travailler avec la title agency pour que la propriété soit prête à être transférée. Et vous allez travailler avec votre agent pour préparer votre dossier pour un condominium board ou un co-op board. Si c'est une maison, vous n'avez pas ça. Ensuite, une fois que la banque, ce qui est un travail assez intensif, est prête à closer, c'est-à-dire qu'ils ont accepté déjà le bien qualifié pour le bien, ils approuvent le building, ils approuvent le bien en lui-même. Après, ils approuvent les personnes, c'est-à-dire que vos revenus sont convenants et ils ont les garanties qu'il faut. Ils nous disent, voilà, nous, on est prêt à financer l'achat. La title agency doit aussi nous dire, on a réglé les quelques problèmes qu'il y avait avec le vendeur, on est prêt. Et au closing, il y aura sûrement, par exemple, si le vendeur avait fait un financement à l'époque, il n'a pas encore été remboursé, il y aura un chèque qui sera donné au closing directement à la banque. C'est-à-dire que littéralement, quand le bien vous est transféré, il n'y a aucune dette. Donc, c'est vraiment, sauf votre emprunt. Et troisièmement, il faut que, si c'est dans un building, il faut que votre co-board ou votre condo board vous ait approuvé. Une fois qu'on a ces trois choses faites, avant le Covid, on préparait ce qu'on appelait une réunion de closing où toutes les parties venaient, votre banque, l'avocat de votre banque, l'acheteur, le vendeur, les différents avocats, les agents, et le représentant de la management company. Donc, ça faisait une belle petite réunion. Et pendant une réunion, tous les chèques étaient donnés, tous les documents étaient signés et tout était transféré d'une partie à l'autre et c'était réglé. Aujourd'hui, on fait ça virtuellement, donc ça prend toujours une journée, mais on fait signer les vendeurs d'un côté et les acheteurs signent séparément pour éviter tout contact. Je regarde juste le temps. Romain, je suis bien au niveau du temps? Ouais, t'es parfait, ouais. Bah, voilà. Alors, j'aimerais juste revenir pour quelques petites minutes sur la clause suspensive de financement parce que c'est quelque chose que Renaud a expérimenté et moi aussi, ça revient assez souvent et ça me fera une transition parfaite pour Émilie. C'est la clause suspensive de financement, la clause standard. Donc, quand quelqu'un vous dit on va vous donner une financing contingency dans le contrat standard, en fait, ce n'est pas une clause de financement qui vous protège si jamais la banque vous refuse votre financement pour compléter l'achat. La chose, c'est que quand vous allez signer le contrat, envoyer votre contrat signé à votre banque, ils vont faire deux choses. Ils vont garder le bien, ils vont dire bon, on va faire le bien, vous allez avoir une inspection, et ils vont avoir un appraisal. Aidez-moi, appraisal. Quelqu'un qui vient. Évaluation. Merci. Évaluation du bien. Donc, il faut que si le bien est à 1 million, il faut que l'évaluation arrive plus ou moins à 1 million. Si le bien arrive à 500 000, la banque ne vous prêtera pas, ou du moins pas assez.
Et deuxièmement, ils vont regarder votre profil, quelles garanties vous pouvez apporter, vos revenus, choses comme ça. Si vous êtes tous les deux approuvés et que l'évaluation est au niveau, ils vous donnent ce qu'ils appellent une lettre de commitment. C'est-à-dire qu'ils vous donnent une lettre qui va dire les choses suivantes. Nous acceptons de prêter tel montant à monsieur X pour l'achat de ce bien. Mais cette lettre, et à ce moment-là, la clause suspensive disparaît. C'est-à-dire que la clause suspensive est seulement active jusqu'à ce moment-là. Si l'acheteur, malheureusement, ne reçoit pas cette lettre de commitment, il peut le dire au vendeur, il récupère ses 10% et le contrat est annulé. Mais si vous avez cette lettre de commitment qui vous dit que vous avez été accepté dans les 2-3 semaines en général après la signature du contrat, la clause de financement expire. Mais maintenant, si quelque chose arrive de majeur dans votre vie, par exemple, vous avez signé le contrat aujourd'hui, dans 2 semaines, vous recevez votre commitment letter qui vous dit que vous avez été accepté, le bien a été approuvé, nous allons vous financer. Votre clause de financement traditionnelle expire. Mais si vous perdez votre emploi entre le moment où que vous recevez cette lettre de commitment de la banque et le closing, qui en général, il faut en général encore 4 à 5 semaines entre ce moment-là, parce qu'il faut que la banque approuve tout le reste. Là, en fait, c'est vraiment une approbation préliminaire. Et dans ce cas-là, la veille, quand vous devez finaliser la transaction, la banque vous dit alors finalement, vous avez un changement majeur dans votre statut, que ce soit surtout pour nous expatriés dans l'immigration, si votre statut d'immigration change, vous avez une carte verte, vous ne l'avez plus. Vous aviez un emploi aux États-Unis, vous ne l'avez plus. Vous aviez une somme en garantie qui garantissait un peu votre profil et qui a aidé à l'approbation. Vous avez investi, vous ne l'avez plus. Et si la banque refuse de vous prêter, vous n'avez plus de cause suspensive. C'est-à-dire que ou vous trouvez une autre moyen de financer cet achat rapidement, ou alors vous risquez de perdre vos 10%. Donc, ça arrive rarement. C'est quand même quelque chose qui est très réel. Et ça peut arriver. En général, on essaie d'être conservateur. C'est-à-dire que si vous ne pouvez vraiment pas closer all cash à la fin sans financement, il faut vraiment négocier ça dès le début. Et quelque chose à garder en tête. C'est un peu technique. Je voulais juste mentionner ça. Et si vous avez des questions… Je me permets de dire un truc, Mathias. C'est ce qui est très important, en fait, notamment dans le cadre de l'achat, c'est que à New York City, malheureusement, on est toujours le pauvre de quelqu'un et beaucoup de transactions immobilières se font ce qu'on appelle en cash ou sans condition, clause suspensive de prêt ou mortgage contingency. Correct. Pour tous ceux qui font des investissements en utilisant le système de mortgage ici aux États-Unis, nous, pour vous protéger, on va vous conseiller d'utiliser cette fameuse clause suspensive de prêt, même si moi, dans mon métier, ça m'aide moins que quelqu'un qui est cash, par exemple, quelqu'un qui est cash, on va pouvoir négocier encore un petit peu plus de remise supplémentaire sur le montant de l'achat, parce que pour un vendeur, avoir quelqu'un dont on est sûr qui va faire l'achat, eh bien, c'est une vraie garantie, surtout en ce moment. Fin de la parenthèse. Correct. Oui, c'est exactement ça, parce que pour le vendeur, c'est une visibilité qui est très importante. Écoutez, je pense que j'ai pris un peu trop de temps. Je vais juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez nos contacts. Ça semble plus compliqué que ça ne l'est. J'espère que j'étais un peu clair. Juste donner une idée générale. Mais voilà, je vous remercie pour votre temps et maintenant, je vais passer la main à Amélie. Ok, Mathias, il y a quelqu'un qui disait qu'il voulait voir le slide que tu avais fait sur les frais. Ah, pardon. Oui. Excuse-moi, ça revient. Les frais, alors, j'ai encore une minute ou j'ai pas de minute? Vas-y, prends la minute. Une minute rapidement, désolé. Alors, pour les frais, il y a plusieurs petits frais, mais les frais majeurs sont vraiment les taxes de transfert. Donc, vous avez déjà en tant qu'acheteur, on va prendre juste le rôle de l'acheteur, si vous n'achetez pas dans un nouveau building, c'est-à-dire directement d'un développeur, en charge, vous avez ce qu'on appelle la mention tax. C'est une taxe qui représente, comme vous voyez sur le slide maintenant, avant c'était seulement 1% du prix d'achat au-dessus d'1 million. Maintenant, ça a changé, ça fluctue quand c'est 1 million et plus. Ça n'existe pas en dessous d'1 million, donc c'est seulement pour 1 million et plus, mais à New York, c'est rapidement au-dessus d'1 million. Et ça, c'est votre charge, c'est 1%. Vous avez ensuite votre title agency, qui représente, ça dépend de votre bien, mais c'est un premium. Quelques milliers de dollars si c'est 1 million. Je crois que c'est le maximum 4 000 pour 1 million. Et vous avez ça. Par contre, si vous achetez un développeur, vous avez cette mention tax si c'est au-dessus d'1 million, toujours votre title agency, et
vous avez aussi les transfer tax qui, en général, sont imputables aux vendeurs quand c'est une revente, qui sont à peu près, pour la New York City and State, à peu près de 2%. En gros, vous avez les chiffres sur le côté. Et ça représente vraiment les coûts majeurs et les plus importants. Le dernier coût qui est très important, c'est si vous avez un financement, ils ont ce qu'ils appellent une taxe sur l'enregistrement j'essaie de traduire ça, une taxe sur l'enregistrement du prêt, qui peut être aussi assez conséquente, mais qui fluctue complètement basée sur votre taux d'emprunt. Mais transfer tax, title agency, sont les frais les plus importants. Je résume en un mot aussi, ça veut dire pour un achat d'un appartement, par exemple, à $1 million ici aux États-Unis, en faisant un emprunt, on est un tout petit peu en dessous de 4% versus les 7% qu'on a en France. Correct. Parfait. Est-ce qu'on enchaîne? Donc, Amélie, tu veux nous expliquer un petit peu comment on peut gagner sur nos transferts, que ce soit pour le deposit ou pour un achat cash? Avec plaisir. Merci Romain pour l'invitation d'abord. Puis merci Renaud et Mathias pour vos présentations. J'ai moi-même appris, je ne savais pas que l'avocat était impliqué dans l'évaluation de la conformité du bâtiment. Donc, merci pour ça. Je vais partager mon écran rapidement. Oh, Mathias, est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Pas de problème. Oui. S'il te plaît, merci. Merci bien. C'est bon? C'est bon. Oui. Oui, alors mon but aujourd'hui, dans le fond, c'est de simplifier au maximum une des étapes de votre projet qui est de rapatrier des fonds de l'étranger pour financer l'achat d'un bien immobilier, dans ce cas-ci à New York. Donc, pour faire un transfert de fonds, j'imagine que vous avez déjà utilisé la banque, je l'ai fait moi-même. On peut être tenté d'y aller parce que c'est évidemment une option qui est disponible. Par contre, on se rend compte avec la banque qu'on perd pas mal au change. Les banques vont charger des frais de transaction à l'envoi et à l'arrivée, mais aussi ils vont prendre une marge sur le taux de change réel qui est assez grasse. Et puis, c'est pour ça que je voulais commencer par vous expliquer ce qu'est le taux de change réel. Donc, le taux réel, il est aussi appelé le taux interbancaire et c'est le taux utilisé par les grands groupes bancaires dans le monde pour échanger des devises entre eux. Ce n'est jamais le taux qui va être offert aux consommateurs, mais il faut quand même l'utiliser comme référence lors de votre transfert de fonds. Et donc, tout fournisseur, dans le fond, de transfert va prendre une marge sur le taux de change réel, donc un petit coussin sur le taux de change réel, mais votre défi, c'est de garder cette marge au minimum. Je vous donne un exemple bien concret d'emblée. Donc, si vous pensez rapatrier, disons, 100 000 € en dollars US pour financer votre achat immobilier, le taux réel ce matin était à 1,1862. Et donc, avec un taux bancaire standard, vous auriez au final à peu près 115 770 $ US. Si vous faisiez cette même transaction avec un spécialiste de change comme OFX, vous auriez au final à peu près 118 140 $ US. Donc, il y a une différence de 2 370 $ ici. Donc, ce n'est pas négligeable, comme je vous dis, de bien considérer la marge sur le taux de change. Donc, la stratégie, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que je vous invite à être très bien informé du taux de change réel au moment de votre transaction. Et puis, je vous invite aussi à utiliser un spécialiste en taux de change parce que c'est habituellement ceux qui vont vous offrir un taux plus compétitif. Je couvre rapidement ici 4 produits qu'on peut vous offrir qui sont des produits un petit peu plus avancés pour gérer le risque de change. Le premier s'appelle l'ordre à cours limité. En anglais, il s'appelle le limit order. Et dans le fond, c'est un produit qu'on va utiliser qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Et donc, vous allez utiliser le limit order lorsque vous avez une certaine flexibilité par rapport au temps. Donc, probablement au début de votre processus d'achat. Donc, quand vous avez cette flexibilité de temps-là et que vous pensez que le taux va s'améliorer, c'est le moment de placer un ordre à cours limité. Donc, avec votre directeur de compte, voyez-le comme placer une épingle dans le marché. Donc, une épingle dans ce diagramme, dans cette charte du taux de change pour le taux auquel vous aimeriez faire la transaction. Et donc, si vous avez bon espoir que le taux euro-dollar américain va monter à 1,20 par exemple, eh bien, vous pourriez placer cette épingle dans le marché. Et si le marché atteint 1,20, nous allons acheter
les dollars américains pour vous. Donc, vous n'avez pas à monitorer le marché. On le fait 24 heures sur 7 pour vous. Donc, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est l'outil le plus utilisé, le taux au comptant, en anglais, le spot rate. Et dans le fond, c'est simplement acheter une devise au taux où il est en ce moment. Donc, comme je dis, c'est le plus utilisé, mais pour des montants plus importants, des fois, d'aller avec un limit order peut être intéressant. Maintenant, le troisième produit qui est très important s'appelle le contrat à terme. Et je vous dis très important parce que c'est le seul produit qui vous offre une protection. En anglais, il s'appelle le Forward Exchange Contract. Ce produit-là est basé sur le principe d'acheter aujourd'hui, payer plus tard. Et donc, vous allez utiliser ce produit-là lorsque vous aimez le taux du jour, mais que vous savez que la transaction que vous devez effectuer va être dans le futur. Ça peut être intéressant de le faire pour votre dépôt de 20 %, par exemple. Donc, habituellement, vous allez connaître la fenêtre de temps et évidemment le montant de cette transaction-là. Si avant de faire votre dépôt, vous voyez un bon taux passer, vous pouvez attraper ce taux-là pour un règlement dans n'importe quand, en fait, entre 2 jours à partir de la date d'aujourd'hui et 12 mois. Et donc, voilà, on attrape le taux de change du jour pour le règlement de ce dépôt de 20 % dans le futur. Et le dernier outil qu'on a chez OFX, c'est l'expertise humaine. On croit beaucoup en cette combinaison-là d'avoir une plateforme transactionnelle en ligne. Aujourd'hui, c'est attendu de nos clients, mais on a aussi une expertise humaine qui est disponible par téléphone 24 heures sur 7. Je voulais ensuite couvrir rapidement le processus d'enregistrement d'un compte, la création d'un profil, je devrais dire, chez OFX. Donc, comme tout service en ligne, on crée un profil, ça prend 5 minutes, ce n'est pas très long. Une note à ce niveau-là, quand vous allez créer votre profil, si vous êtes basé aux États-Unis, entrez une adresse à laquelle vous avez été pendant plus de 6 mois parce que la plateforme va passer une vérification électronique qui est dans le fond une validation de votre identité qui se base entre autres sur votre adresse. Donc, rentrez pas la nouvelle adresse, par exemple, de l'endroit de la propriété que vous essayez d'acheter. Rentrez l'adresse où vous avez été par le passé. Donc, vous complétez cet enregistrement-là. Ça prend 5 minutes. Vous allez recevoir un appel par la suite de notre équipe. Et puis, on va finaliser le profil et on va activer le compte. Une fois le compte activé, ça veut dire que vous pouvez utiliser notre plateforme pour faire votre envoi d'euros vers dollars américains. La troisième étape, une fois que votre profil sera activé, c'est de réserver le taux. Alors, sur OFX.com, le taux qu'on vous présente, c'est le taux réel, donc qui change à la seconde. Et puis, on a négocié une marge préférentielle pour les membres du French Morning. Alors, OFX ne prendra jamais une marge sur le taux de change réel de plus de 0,5 %. Donc, attendez-vous à une différence avec votre banque d'à peu près 2 %. Donc, 2 % d'épargne, dans le fond, sur le montant nominal de transfert. Et la quatrième étape, eh bien, c'est d'envoyer les fonds. Et je vous fais un survol rapidement de comment se passent les opérations, dans le fond, la logistique de ce paiement-là. Alors, chez OFX, ce sont 2 règlements locaux qui se passent, donc des 2 côtés. Donc, vous allez envoyer les euros dans le compte euro de OFX chez la banque Barclays. Ça se fait par transfert SEPA. C'est une méthode de transfert qui est gratuite à l'intérieur de l'Union européenne. Et une fois qu'on reçoit vos euros de notre compte de banque en dollars américains chez la banque de New York Mellon, on va livrer les dollars américains dans le compte de banque, dans votre compte de banque aux États-Unis, dans le fond. Donc, ce sont 2 règlements locaux et c'est en partie ce qui nous permet de faire les transferts à moindre coût et plus rapidement. Je voulais conclure, évidemment, le French Morning ont fait leur devoir avant de s'associer à nous, mais je voulais quand même vous partager, dans le fond, les bases de la compagnie. Donc, OFX est là depuis plus de 20 ans. C'est une compagnie qui a été fondée à Sydney, en Australie, en 1998. C'est une compagnie publique qui est listée sur l'Australian Stock Exchange. Et puis, à travers ces 20 années-là, on a ouvert 6 bureaux dans le monde qui nous permettent d'offrir ce service-là 24 sur 7 par nos équipes. Ce n'est pas un service qui est outsourcé. Donc, nous sommes là à San Francisco, Toronto, Londres, Hong Kong, Sydney et Singapour.
Nous avons les outils de gestion de risque de change que je vous ai présentés un petit peu plus tôt. Donc, le limit order, l'ordre à court limité et le contrat à terme. Et puis, nous couvrons aussi 55 devises. Donc, si vous avez des fonds dans d'autres devises que l'euro, on peut vous aider avec ça. Et puis, finalement, la mission a toujours été d'offrir des taux plus compétitifs que les banques. Et juste pour finir sur une note pour vous permettre de comprendre notre industrie, on travaille avec les banques. Donc, on n'est pas nécessairement des compétiteurs, on travaille avec les banques et elles nous permettent de les battre sur un seul service, le taux de change, en raison du volume de transactions qu'on amène dans leurs livres. Donc, on transfère à peu près 20 milliards par année et puis que ce flot d'argent-là passe à travers le système dans le fond de nos banques, ça a une valeur pour elles. Et donc, essentiellement, elles nous donnent des taux institutionnels à nous, OFX, qu'on peut ensuite passer à nos clients. Donc, voilà comment ça fonctionne. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre au ofx.com/French-morning. C'est là que vous allez trouver le lien pour enregistrer le compte et c'est via ce lien-là que vous obtiendrez les taux de change préférentiels. Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel aussi, amélie.deschênes@ofx.com. Je pense que Romain va partager nos coordonnées par la suite. Donc, voilà, si vous avez des questions, on sera heureux de les prendre tous les trois. Merci beaucoup, Amélie. C'est top. Ça me fait plaisir. Donc, je voulais aussi rappeler à tout le monde que si vous avez besoin de poser des questions un petit peu privées, vous pouvez prendre votre téléphone et scanner les codes de nos intervenants d'aujourd'hui. Il leur reste encore des créneaux et vous pourrez discuter dans un rendez-vous un peu plus privé, one-to-one. Il nous reste quelques minutes avant d'enchaîner sur Investir à Miami. Donc, si vous êtes encore là, vous n'hésitez pas à lever la main. Il suffit, on peut entendre vos questions en live. Si vous êtes trop timide pour lever la main, posez vos questions dans le Q&A et puis on pourra répondre en direct tout de suite. Moi, j'en ai une, Romain. C'est une question qui revient beaucoup en ce moment. Avec justement toute cette fameuse crise Covid, beaucoup parlent d'un effondrement du marché de la location. Alors, beaucoup se posent la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que c'est le bon moment de vendre? Et c'est là où justement on a quelques petites idées. On commence tout juste à avoir des premières datas. Donc, tout ce qui s'est dit avant, parce qu'il y a eu quelques webinaires qui ont été faits, on ne pouvait pas donner un sentiment autre qu'un sentiment personnel qui soit justifié par des datas. Aujourd'hui, on commence à avoir les premières datas. Il y a un petit peu plus d'appartements qui sont en location. On gagne un petit peu, entre guillemets, sur les locations parce que aujourd'hui, on est entre moins 10 et moins 15% sur des conditions de location versus l'année précédente. Donc ça, c'est les premières datas. Le Covid a commencé en mars. Aujourd'hui, on commence à avoir les premières datas, notamment sur les achats. Les achats ont pris plus de temps, donc on commence à avoir les premières datas depuis un mois et demi. Donc on commence à sentir. Ce que moi et ce que nous constatons, c'est qu'il y a des appartements ou des immeubles qui ont plutôt perdu, des quartiers qui ont plutôt perdu et des types d'appartements ou de maisons qui ont gagné. Tous les appartements aujourd'hui, alors ça, pour le coup, on peut en faire presque une généralité, qui ont des espaces extérieurs. On comprend bien pourquoi aujourd'hui il y a une plus forte demande sur les espaces extérieurs. Eh bien, ce sont des biens qui généralement s'arrachent un peu toujours comme avant. Donc, il y a plutôt une forte demande. Il peut y avoir plusieurs applications au même moment et on peut être en train de se bagarrer pour essayer d'obtenir le bien. Comme je disais tout à l'heure, le plus compliqué, ce n'est pas de voir qu'il y a quelque chose à vendre avec une terrasse, le plus compliqué, c'est de l'obtenir. Et c'est là où il y a une chose. Manhattan versus Brooklyn. Brooklyn a beaucoup moins perdu que Manhattan pour des raisons évidentes, justement, de côté aéré. On n'est pas tous les uns sur les autres. Sur les 7 dernières années, certains biens ici à Brooklyn, du côté de Carroll Gardens, où nous avons un grand bureau, on a un autre bureau aussi à Manhattan, mais à Carroll Gardens, des biens ont, sur les 8 dernières années, quasiment doublé de prix. Ce qui n'est pas le cas
de certains appartements dans des quartiers de Manhattan. Pas tous, il y a des quartiers de Manhattan qui ont monté, des quartiers qui ont descendu, mais voilà. Donc, pour répondre un petit peu à ça, je vais faire une réponse de Normand parce que je suis Normand. C'est qu'il va falloir étudier pour chaque demande précise, chaque type d'appartement, chaque rue. Dans la même rue, ce que je te disais tout à l'heure, Romain, il peut y avoir un coût fantastique à faire, comme la pire des achats. Et en mémoire, et Mathias, on en parlait l'autre jour, c'est que un client avait acheté, pas avec nous, heureusement d'ailleurs, parce qu'il nous en aurait peut-être voulu, un appartement. Il a acheté pour la vue sur le Brooklyn Bridge. Bah, pas de bol, il y a un immeuble qui s'est monté juste devant, il n'y a plus de vue. Donc forcément, cet appartement-là qu'il avait acheté prix d'or en nouveau développement à l'époque, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, il a perdu quand même beaucoup de son intérêt, même si l'intérieur de l'appartement est super bien. Et donc, tout ça, c'est là où nous, en tant qu'experts, on va pouvoir guider les personnes en disant « Attention, il y a quand même un gros risque sur le terrain qui est juste en face. Et si vous achetez un appartement uniquement pour la vue, ce n'est pas celui-là qu'il faut choisir. » OK. On a une question de Alex. Pouvez-vous m'en dire plus sur la démarche d'obtention d'un mortgage? Quelle est la meilleure stratégie pour le meilleur taux? Je prends la question. Alors, il y a des gens qui se spécialisent dans les mortgages, ça s'appelle des mortgage brokers. Mais la meilleure stratégie, c'est la suivante. C'est premièrement, pendant que vous êtes en train d'essayer d'identifier votre bien avec votre broker, real estate broker, donc vous faites des visites, commencez à discuter avec des banques, en général les grosses banques, Chase, HSBC, Wells Fargo, pour voir déjà si eux ils peuvent déjà, même sans avoir le bien identifié, vous préapprouver. C'est-à-dire qu'ils vont regarder vos finances, votre statut d'immigration, votre emploi. Et ce n'est pas une garantie d'obtention, mais au moins, vous savez déjà quelle banque vous approuve vous. Ensuite, il faudra qu'encore qu'ils approuvent le bien et qu'ils vérifient certains termes en termes de garantie. Ils vérifieront encore une fois vos revenus, choses comme ça. Mais vraiment, pour moi, la meilleure stratégie, c'est vraiment de contacter plusieurs banques. Et n'attendez pas d'avoir identifié votre bien parce que ça peut prendre du temps. Commencez tout de suite. Comme quand vous avez commencé à faire vos visites, commencez à contacter des banques. Votre agent aura sûrement des contacts, votre avocat aura des contacts. Contactez tout le monde et voyez ceux qui, d'une, vous approuvent vous tout de suite et qui déjà vous proposeraient les meilleurs taux pour votre emprunt. Et ça a surtout un grand intérêt, c'est de savoir déjà combien est-ce que tu peux emprunter, donc combien quel type d'appartement tu peux acheter et le montant global qu'on va nous rechercher ensemble. Et parfois, on peut avoir des bonnes ou des moins bonnes surprises sur le montant. Et il y a quelques centaines de milliers de dollars, comme on a vu qu'il y avait plus de 20 000 appartements ou maisons à louer en ce moment, à acheter en ce moment sur Manhattan. Ça veut dire que si on passe dans la catégorie de 100 000 ou 200 000 dollars de plus, eh bien, ça rajoute 2 000 ou 3 000 appartements à aller voir. Super. Parfait. On va clôturer. On n'a pas énormément de temps disponible puisqu'il y a une autre conférence qui va tout de suite partir. Restez avec nous en tout cas. On va continuer avec… je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la suite du programme. En tout cas, si vous avez encore des questions à poser en privé, n'hésitez pas, vous prenez votre iPhone, je peux vous montrer, si vous ne l'avez pas déjà fait au restaurant, vous passez dessus et vous prenez un rendez-vous directement avec nos experts d'aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous remercier, Renaud, Amélie et Mathias. Amélie, tu restes avec nous parce que je crois que tu vas rester sur la conférence qui arrive. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation de salon. Je vais aussi rapidement vous montrer la suite du programme. Voilà. Donc, dans la salle 1, puisque comme vous le savez, on est sur 3 salles en même temps, on a l'actualité juridique pour les familles françaises aux États-Unis. Donc, si vous êtes sur le site bienvivreauxus.com, vous pouvez passer d'une salle à une autre assez facilement. Et puis, dans la salle 2, restez si vous êtes avec nous. On a acheté, investir à Miami, en Floride. Voilà. Je vais… Ce qui n'est pas incompatible avec acheter ou investir à New York. Je vais remercier Renaud et Mathias. Merci Romain. Merci Romain. Au revoir. Merci messieurs. Bye. Au revoir Amélie.